Notre séquence numéro 5 concerne les mesures de hauteur d'eau dans des réservoirs. Pour mesurer la hauteur d'eau dans des réservoirs, souvent, on utilise un capteur piézométrique. Piézométrique veut dire capteur de pression. Ce capteur est immergé dans la cuve du réservoir qui nous concerne. Et le capteur est en fait une membrane dont la résistance électrique change en fonction de la pression. On injecte un courant dans ce capteur et le courant va être modifié en fonction de la hauteur d'eau, puisque cette hauteur d'eau va modifier la résistance électrique du capteur. Donc j'installe un capteur, je le raccorde à mon armoire de contrôle, je fais le réglage qu'on appelle étalonnage, paramétrage, c'est-à-dire que je mesure exactement avec un mètre l'emplacement du capteur et je règle l'étalonnage pour que ça corresponde parfaitement. Souvent, on a des hauteurs d'eau de 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, jusqu'à 5 mètres de hauteur d'eau. C'est l'ordre de grandeur. Je cale tout ça, je m'en vais. Le lendemain, je reviens et le niveau d'eau est toujours au même niveau, il n'a pas changé, mais le capteur me donne une valeur différente de 10 ou 15 cm. Est-ce que vous avez une idée de la cause de cette différence de mesure alors que le niveau d'eau n'a pas changé? Est-ce que vous avez... qu'est-ce qui peut influencer? C'est la pression atmosphérique. Marion, oui, la pression atmosphérique. Alors ça veut dire qu'elle a changé? Oui. Elle a changé, et bien oui, c'est ça. C'est-à-dire que le capteur, si la pression atmosphérique a augmenté, on est en zone de haute pression, dans un moment de haute pression, le capteur va croire qu'il y a plus d'hauteur d'eau. Et inversement, si on est en période de dépression, le capteur va afficher peut-être 10 ou 15 cm de moins, alors que le niveau d'eau est constant. C'est pas forcément très gênant pour certaines mesures, mais si on veut faire des calculs précis de volume d'eau, de stockage, c'est quand même gênant. Alors, maintenant, pratiquement, dans le commerce, on ne trouve plus que des capteurs piézométriques à compensation atmosphérique. Parce que il faut tenir compte de ces variations de pression atmosphérique. Et en fait, il s'agit souvent d'un petit tube capillaire, comme un peu plus gros qu'un cheveu, qui est inséré dans le câble d'alimentation du capteur. Et vous imaginez un microtube associé qui va être, par exemple, raccordé à une des faces de la membrane du capteur. La pression atmosphérique à l'intérieur, elle est véhiculée, elle arrive d'un côté de la membrane, et le capteur, du coup, va enregistrer uniquement une variation de niveau, puisque cette pression atmosphérique, elle change, elle peut augmenter ou diminuer des deux côtés, et le capteur va bien mesurer une différence de hauteur, donc une différence de pression. Pratiquement tous les capteurs modernes, maintenant, depuis quelques années, sont équipés d'un système de compensation atmosphérique. Mais si vous devez acheter un matériel, faites attention à ce que ce soit bien indiqué. Sinon, vous vous faites refiler un capteur qui va changer pas mal cette pression. On va voir dans la suite de cette séquence numéro 5 cette valeur de hauteur d'eau extrême appliquée à la tempête Xynthia. Passons maintenant à l'exemple de la tempête Xynthia du 28 février 2010, tempête qui a fait une 50aine de morts dans la région de La Faute-sur-Mer en Vendée, dont un certain nombre de personnes qui ont été piégées dans leur habitation, des habitations qui n'avaient pas d'étage. Celles qui avaient un premier étage ont pu être sauvées, mais il y a eu plusieurs dizaines de personnes décédées dans ces maisons inondées. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? En fait, c'est la conjonction de 4 phénomènes qui n'étaient chacun pas à leur maximum, mais qui sont quand même arrivés au même moment.
Heureusement, il n'y a pas eu un cinquième élément qui aurait pu aggraver, qui aurait été des pluies et une inondation venant du continent. Et heureusement qu'il n'y a pas plu ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions un jour de forte marée. Je figure ici la marée basse, le niveau normal et la marée haute. Le coefficient de marée était de 102, sachant que l'extrême de l'extrême, c'est le coefficient 120. 102, c'est déjà une très forte marée, mais ce n'est pas le maximum. Donc j'ai figuré la marée haute. Ce jour-là, il y avait un très fort vent, 150 km/h, qui n'est pas non plus le maximum. On a enregistré des 170, 180 km/h dans le secteur. Qu'est-ce que fait le vent? Vous imaginez une assiette ou une bassine pleine d'eau et vous soufflez à la surface. Vous allez avoir une déformation de la surface de l'eau. C'est-à-dire que vous allez accumuler de l'eau ici, puisqu'elle est bloquée plus loin. Donc vous soufflez sur de l'eau, vous allez avoir ça. Ensuite, vous pouvez très bien avoir du vent, mais sans qu'il y ait beaucoup de houle ou de vagues. Mais là, ce jour-là, il y avait beaucoup de houle, beaucoup de vagues. Donc le niveau de la mer oscillait par rapport à ce niveau avec le vent, et on peut dire que la mer, à l'arrivée contre les digues qui protègent le village de la Faute-sur-Mer, on peut dire que les vagues faisaient des oscillations de cet ordre-là. Mais ça ne suffit pas pour expliquer pourquoi l'eau a submergé par-dessus les digues. En fait, les enregistrements de pression de Météo France ont signalé une dépression atmosphérique qui n'était pas une très forte dépression, mais quand même, on était tombé à 970 hectopascales. Donc par rapport aux 1013 habituels au niveau de la mer, ça nous fait 43 hectopascales de différence. Et si on convertit ces différences de pression en mètres de colonne d'eau, comme on a montré dans les séquences précédentes, ça nous fait 43 cm. C'est comme si on avait soulevé la mer de 43 cm. Et donc par rapport à ce niveau, c'est ce qui explique que ces vagues, le vent, la marée haute, tout ça s'est soulevé et est passé par-dessus les digues. Et à partir du moment où une digue ancienne, mal entretenue, a commencé à être submergée, très vite des brèches se forment, ça s'aggrave, et en hydraulique on apprend aussi que plus l'érosion est forte, plus ça s'incise, et plus le phénomène s'aggrave, parce qu'on rétrécit l'écoulement de l'eau, et donc les brèches ne font que s'accélérer. Et l'eau est arrivée et a s'est engouffrée et a inondé toutes les parties basses, donc des lotissements relativement récents, avec des dizaines de maisons inondées, et des gens surpris dans leur sommeil et qui sont morts dans leur maison. Si on applique ce phénomène de dépression atmosphérique à ce qu'on voit ici dans la région de Montpellier par jour de dépression et notamment par vent de sud-est, que si vous imaginez la côte méditerranéenne avec le golfe du Lion ici, entre Perpignan et Marseille par exemple, nous à Montpellier, vous imaginez des vents de sud-est et vous avez tous les petits cours d'eau qui descendent, le Vidourle, le Lèze, l'Hérault, l'Orbe, et ainsi de suite, qui débouchent dans la mer. Si vous êtes un jour de dépression atmosphérique, même pas aussi forte que ce jour-là, je n'imagine pas 43 cm, c'est simplement 10 à 20 cm, la mer se soulève de 20 cm et les petits cours d'eau ne peuvent plus s'écouler, ou ils ont du mal à s'écouler. Si c'est un jour de grosse pluie, vous avez tous les secteurs de Carnon, Villeneuve-les-Maglones, Aigues-Mortes qui sont inondés. Et ce phénomène s'appelle la surcote marine. C'est une surcote, ça veut dire que on a, en plus de la marée haute qu'on connaît, on a des phénomènes qui ont augmenté ce niveau d'eau, le vent qui peut venir donc augmenter ce niveau,
des vagues, plus ou moins de vagues, mais surtout sa dépression atmosphérique qui n'est pas négligeable, puisque ça... Et c'est pas évident, et c'est relativement récent. La tempête de Xynthia a obligé maintenant les services de Météo France et des services maritimes à travailler ensemble, alors qu'avant, Météo France donnait son information de vent, mais ne traduisait pas en surcote marine ces problèmes de dépression atmosphérique. Voilà, très schématiquement, les causes de Xynthia, sachant que, heureusement, le cinquième, comme je disais, le cinquième élément, c'est-à-dire des inondations par les petits cours d'eau de Vendée, heureusement, on n'avait pas de pluie importante et pas de ruissellement. Si on avait eu des très grosses pluies, comme on a eu ici dans le Gard, à Valrogue ou vers Nice, là, la catastrophe aurait été monstrueuse.